Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation pour célébrer les héros du quotidien 2025. Donc aujourd'hui, nous allons parler du vôtre à travers 3 histoires que vous avez vécues en 2024 en métropole ou en outre-mer. On va commencer par toi, Renaud, qui commande le PSIG de Guéret. Au mois de juillet 2024, donc tu es en patrouille avec un de tes camarades, Romain. Lorsque tu décides de t'engager d'initiative sur une recherche de personnes disparues qui, semble-t-il, veut mettre fin à ses jours, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc effectivement, ce jour-là, nous étions en patrouille, en prévention de proximité, et sur la conférence, donc on entend nos collègues de la brigade locale qui sont sollicités pour une personne qui voulait mettre fin à ses jours. Donc vous commencez les recherches, c'est ça autour? Tout à fait, donc on se regroupe, on va au niveau de la sphère familiale pour prendre le maximum de renseignements. Et une fois qu'on a les informations, descriptifs, les habitudes, on commence à faire le maillage du territoire et puis voir un petit peu où il pourrait se trouver. D'accord, donc si je comprends bien, tu reçois des infos du centre opérationnel concernant une personne qui est vue sur le viaduc de Glénic, c'est ça? Est-ce que toi, tu fais le rapprochement tout de suite? Voilà, ouais, effectivement, c'est des promeneurs qui annoncent au centre opérationnel qu'une personne n'est pas dans son état normal. La description vestimentaire fait que il n'y avait pas de doute, c'était lui. Et donc on se dirige directement vers le pont de Glénic. D'accord. Comment ça se passe quand tu arrives sur le viaduc? Enfin, toi, tu es précurseur ou vous arrivez Oui, tous les deux? j'arrive en premier parce que je connais un petit peu les lieux pour faire pas mal de trail dans la zone. Donc je D'accord. connaissais le pont et je savais par où accéder pour essayer d'arriver du meilleur côté pour pas être décelé tout de suite. D'accord. Et tu te retrouves directement au contact de ces personnes? Comment Non, non, ça se du tout. déroule le cheminement en En fait? fait, on arrive donc en contrebas du viaduc, on prend le chemin que je connaissais, on fait une partie pédestre pour arriver du côté courbet du pont, pour pas en arriver sur la grande ligne droite de ce pont-là, pour pas être vu au loin par la personne. Donc on arrive dans cette courbe, et dans cette courbe-là, au niveau du parapet, à peu près 5 mètres, on voit sur ce parapet-là un cadre de photo avec la personne qu'on reconnaît, son épouse et sa petite fille qui était sur la photo. Et donc, tout autour, il y avait un petit cérémonial qui avait mis, une petite bougie, des bières qu'il avait commencé à consommer, une boîte de médicaments, et puis un mot, il y avait marqué en gros pardon. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu le vois loin, si je comprends bien. Et Pas tout de suite, en pas tout de fait, suite? dans ce virage-là, comme on ne le voyait pas à bord aux alentours de ce cadre-là, le réflexe a été regardé par-dessus pour voir s'il n'avait pas sauté. Donc on a vu un téléphone, on a vu des bières, mais pas la personne. Donc on était quand même soulagé qu'il n'avait pas mis encore à exécution son acte. Donc on continuait la progression discrètement. Et puis dans la fin de cette courbe-là, à peu près 30 mètres, on le voit qui est au bord du parapet et prêt à sauter, je suppose. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu te dis, en fait, tu sais pas s'il est vraiment décidé à passer à l'acte ou pas. Donc, Voilà, on essaie d'analyser un petit peu la situation. On dit est-ce qu'on prend la communication dialogue avec lui au loin, est-ce qu'on se rapproche au maximum pour essayer de l'accrocher pour pas qu'il saute. Et puis finalement, il regardait dans un endroit, dans une direction où il ne voyait pas, donc on s'est approché discrètement. Et puis quand on était dessus, au moment où il a compris que c'était la gendarmerie, et voilà, il a voulu sauter. Un réflexe, ceinturé, et puis on l'a emmené au sol. d'accord. Et ça a été compliqué pour vous? Vous étiez à deux. Comment on procède dans ces moments-là? Parce que j'imagine que si la personne est déterminée, elle ne se laisse pas forcément faire. La chance, si on peut parler d'une chance, c'est qu'on est dans une unité spécialisée, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, le PSIG, où régulièrement, quotidiennement, on met en place des exercices, des instructions pour pouvoir travailler sur le maintien d'une personne, la maîtrise sans arme de l'adversaire, comme on appelle ça chez nous, qui nous aide à mettre en place des moyens de contrôle ou des amener au sol pour pouvoir pallier à une de ces situations-là. Oui, j'imagine. Et une fois l'adrénaline redescendue, qu'est-ce qu'on sent une fois que c'est terminé, j'ai envie de dire, que la personne est mise à l'abri, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe une fois que tout est redescendu? On va dire de la satisfaction quand même malgré tout, parce qu'on a évité le pire, on a évité qu'une personne mette fin à ses jours.
Et puis après, bon, on reprend le quotidien puisqu'il faut acheminer la personne avec les secours. Après, il y a toute la phase d'accompagnement médical et tout ça pour on suit aussi cette personne-là. Donc là, une grande satisfaction. Voilà. Donc pour tous, notamment, enfin imagine autour de la table, les camarades aussi, ton camarade et toi, ton camarade Romain et toi, êtes des héros du quotidien, hein, c'est ce que vous vivez ou ce que vous pouvez vivre au quotidien. Tu en penses quoi? Comment tu te sens? Héros, je sais pas si on peut dire héros, c'est un grand mot, mais non, non, on n'est pas. Alors on est sollicité régulièrement pour des personnes, voilà, qui veulent mettre fin à ces jours, mais une fin heureuse comme ça, ça fait du bien pour nous, parce que c'est pas toujours le cas. Oui, effectivement. Est-ce que tu as eu, est-ce que cette personne va bien aujourd'hui? C'est le minimum qu'on puisse Oui, oui, donc elle a été savoir. prise en charge au niveau médical, elle est sortie, elle a retrouvé sa sphère et puis voilà, sa famille. Et aujourd'hui, je pense que ça va. Renaud, merci de ton retour. On va passer à Nathanaël et Samuel. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. Je sais que vous êtes en stage à Saint-Astier. Comment ça se passe? Actuellement, ça se passe très bien. On arrive sur la fin. Il nous reste plus que 2 jours de combat. Pour la partie maintien de l'ordre et rétablissement de l'ordre, on a fini hier soir. Très bien. Pour les non-initiés et nos followers qui seraient intéressés par la gendarmerie mobile, sait-on jamais, c'est quoi Saint-Astier exactement? Alors Saint-Astier, c'est le Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie pour être perfectionné, s'améliorer et évalué en maintien de l'ordre, rétablissement de l'ordre. Et voilà. Donc le 43/2 du CEL arrive sur l'île de Mayotte à quelle date exactement? Alors on est arrivé à Mayotte le 27 novembre 2024. 2024. Donc Oui. vous étiez déjà sur place quand le cyclone Chido a été annoncé. Et donc vous l'avez pris de plein fouet et vécu sur place. J'imagine. Comment ça s'est passé, en tout cas le jour J, enfin, peut-être quelques heures avant et le jour J? Bon, tout a été très vite, parce qu'on a été informé dans la semaine qu'un cyclone approchait. Bon, on n'avait pas particulièrement d'informations sur son intensité. Et donc arrivé le samedi matin, aux alentours des 8-9 heures, bon, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc pour ma part, où j'étais sur Trevagny, on a eu surtout des infiltrations d'eau dans la villa en dur dans laquelle on était. Et d'un claquement de doigts, aux alentours des 9 heures, d'un coup, le placo du premier étage s'est effondré et puis toute la toiture s'est envolée. D'accord. C'est où se trouvait votre cantonnement du coup? Là, vous dormez? Moi, pour mon cas, j'étais à Trevagny. Ouais, moi, Lui, j'étais à Samuel Mamoudzou. était, J'étais à Mamoudzou où effectivement, même situation, aux alentours de 9h, 9h30, énormément de vent. Nous, le plafond commençait à se soulever, le toit commençait à se soulever, donc nous on a préparé vite nos affaires. Et on a été se réfugier à l'accueil où le toit était un petit peu plus solide et où on a fait un point de rassemblement avec tout le monde. Il y a un autre collègue qui a lui mis l'armement en sécurité dans une autre pièce. Et on s'est tous rejoints à l'accueil et en attente de la fin de l'ouragan. Attends, la fin de l'ouragan, j'imagine. Quand tout ça est terminé, j'imagine qu'à un moment donné, vous avez le feu vert pour, si j'ose dire, pour sortir. Qu'est-ce que vous constatez à ce moment-là? La première chose qu'on constate, c'est qu'en sortant, déjà notre bâtiment, nous on avait perdu tout le premier étage. Bon, les vitres avaient explosé, toute la toiture s'était envolée à l'extérieur. Et puis c'était un peu une zone, c'était la désolation en fait. Oui. C'était la forêt, toutes les zones forestières autour du secteur où on habitait, il n'y avait plus rien. Voilà. Des débris de partout, de la tôle, la désolation. Voilà. Donc pas d'état d'âme, j'imagine, dans ce genre de situation. Donc on met sa propre condition de côté, parce que j'imagine que le cantonnement et les jours qu'on suit ont dû être compliqués pour vous aussi. Donc on fait face au labeur gigantesque qui se dresse devant soi. C'est à la hauteur on va dire, de l'abattement des Mahorais qui sont sur place après la catastrophe. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous agissez, vous, pour venir en aide aux Mahorais? La première chose qu'on a fait, nous, en tout cas à Trevagny, c'était venir en secours. Même pendant une petite partie, on a eu 10 minutes de battement durant l'œil du cyclone, où on était sorti à l'extérieur, parce que vraiment à ce moment-là, le vent se calme et ça permet de circuler. Donc on avait déjà été voir le voisinage si les gens se portaient bien. Donc là, on avait recueilli quelques civils et mis à l'abri d'autres dans un bâtiment qui avait résisté. Et très vite, le vent est revenu, donc on s'est mis à l'abri. Et à la fin du cyclone, aux alentours des midi 13h, donc là on est sorti. Et pareil, on a fait la même chose. On est venu en secours aussi à des personnes qui s'étaient abritées dans un bâtiment en construction, au bout de la rue,
où il y avait quelques blessés qu'on a mis à l'abri dans un autre bâtiment où on a fait une petite cellule de crise pour venir en secours aux victimes. Donc là où certains gendarmes, certains camarades ont effectué les premiers secours sur ces personnes-là. C'était pareil de ton côté Moi de mon côté, donc il y a un gendarme qui a été blessé légèrement. Et ensuite c'était du déblaiement, donc avec des machettes pour couper les arbres qui ont envahi la cour de notre hôtel, pour que nos véhicules puissent sortir et aller aider, porter secours à des personnes. Et ensuite c'était oui, effectivement viabiliser les axes pour pouvoir porter secours et puis rejoindre les autres cantonnements parce que le nôtre a été totalement détruit. Les jours qui ont suivi, j'imagine que c'était beaucoup ça, ça a été beaucoup de déblaiement pour que les secours puissent passer. C'est ça. Exactement. Et que la vie reprenne. Même le jour J, déjà déblayer juste la descente qui nous permet de rejoindre l'axe principal, c'était de trouver du matériel pour tronçonneuse, etc. Parce que tous les arbres s'étaient couchés sur la route, donc rien que le premier jour, ça a été déjà une journée assez rude. Et la vie quotidienne pour vous, c'était comment Alors, pour notre part, nous, dans notre villa, on était logés à 6 à la base, on était logés à 6 et on avait aussi notre peloton en rang qui était logé dans 3 différentes villas avec 3 personnels à l'intérieur. Donc nous, on s'est installés dans le salon. Voilà. On a récupéré nos lits qu'on avait, enfin les sommiers en métal qu'on avait, et du coup 2 packs par logement, donc on s'est installé dans le salon. Voilà, de la résilience, la vie continue. De la résilience, c'est ça. Voilà, on fait face à ce qui se passe et on vient en aide à la population. C'est ça, malgré quelques fuites d'eau dans les logements également et plus de toiture non plus. Très bien. Premier déplacement, si j'ai bien compris, outre-mer pour toi, c'est ça. Samuel. Déjà, tu ne devais pas t'attendre à ça, j'imagine. Pas du tout. Et que là, on est vraiment à la notion de service public. Donc, c'est quoi ton ressenti maintenant que tu es rentré ? C'était déjà une très bonne expérience professionnelle parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, on a découvert plein de choses. Après, effectivement, la situation là-bas était très compliquée, que ce soit sanitaire, pour aider les Maoris, etc. Donc c'était quand même assez compliqué. Après, c'était quand même une bonne expérience professionnelle. Bon, après, c'est quand même très compliqué, que ce soit au niveau sanitaire. Mais bon, après, on a rempli quand même les missions qu'on devait faire. Donc soit la sécurisation de convois, la distribution de denrées alimentaires et des patrouilles pour éviter les pièges, etc. Donc j'ai découvert plein de choses avec ce déplacement. En tout cas, félicitations encore. Merci. On a tous plus ou moins passé nos fêtes à la maison, par quelques interventions, j'imagine. Qu'est-ce que ça fait de passer les fêtes dans des conditions comme celle-ci ? On va dire que nous, à notre niveau, on ne le voit pas trop parce qu'on est à Mayotte, on était vraiment dans un monde à part au moment des fêtes de Noël ou des fêtes de fin d'année, etc. Mais c'était surtout pour nos proches qui sont restés en métropole. J'imagine. Donc, héros du quotidien pour vous, un peu extraordinaire, hein, le quotidien. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme, héros du quotidien ? C'est un terme assez vaste, hein, parce que là, pour le coup, c'est une catastrophe naturelle, donc en tant que tel, à Mayotte, on n'a pas pu faire grand-chose que subir le moment venu. Et après, à l'issue, on a mis toute l'énergie qui nous restait à l'issue du cyclone pour déblayer les axes, venir en aide à la population avec les moyens du bord, parce qu'il manquait surtout du matériel. Et puis après, effectuer des escortes pour essayer de ravitailler les populations en eau, en vivres. Voilà. En parlant de population, est-ce que vous avez gardé les contacts avec des personnes que vous avez croisées sur place depuis que vous êtes rentré ? Non, pas particulièrement. Non, du tout. Parce que rien que là-bas, déjà pour avoir du réseau ou internet, ça fut compliqué pendant les 2 semaines. Mais vous arrivez à voir avec vos camarades qui ont pris le relais, savoir comment ça se passe et comment ça Oui, tout à fait, fait. J'imagine. La situation là-bas. Merci à vous deux. Merci. Bonjour Julien, donc nous sommes en septembre 2024 quand tu es sollicité avec ton SIG. Toi tu fais partie... Moi je fais partie du GIP, le groupe d'investigation cynophile, basé à Rochefort. Basé à Rochefort, c'est ça. Donc vous êtes appelé pour venir interpeller un individu soupçonné de vol et de recel, c'est ça ? Oui. Je ne me trompe pas. Sur place avec les enquêteurs, donc tu fais le tour des lieux et avec ton chien Hermès, on en parlera un petit peu plus tard. Lorsque tu tombes sur un pseudo-chenil, enfin on ne peut pas appeler ça un chenil, plutôt immonde. Tu peux nous expliquer tout ça ? Oui, voilà, en fait, on était chez cette personne-là, et quand on a fait le tour pour voir ce qu'il avait volé, ce qui avait été volé et tout ça,
Je tombe sur le bord d'une haie, il y a 4 chiens qui sont attachés avec une longe à peu près d'1 mètre, 1,50 m, pas plus. Il n'y a pas de toit. Ils ont éventuellement un petit box chacun, mais en fait, il y a de la boue partout par terre, et les chiens sont pas abrités. Les gamelles de croquettes, il y a des croquettes, mais le problème, c'est qu'il a plu la nuit d'avant, et les croquettes sont remplies d'eau, en fait, sont imbibées d'eau. Donc, je vois les 4 chiens. Moi, je me consacre à cette partie-là. Je demande au propriétaire les papiers des chiens, sachant qu'il y a 2 bullies et 2 malinois. Les bullies, c'est une race un peu particulière en France. Et je demande les papiers, et il n'y a pas tous les papiers pour tous les chiens. Et sur ces 4 chiens-là, donc 2 malinois, 2 bullies, je vois Pandora, femelle malinoise. Je la trouve, par rapport aux autres chiens, très vive, très alerte. Et du coup, je m'intéresse un peu à elle. D'accord. En plus, les chiens, tu me dis, il avait plus la nuit d'avant, ils étaient déjà, si j'ai bien compris, on verra quelques images là, qui vont être associées à la vidéo. Enfin, franchement, ils n'étaient pas à l'abri. Non, non, du tout. Alors, il y en avait de souvenirs, ils avaient, je crois, tous une niche, mais le problème, c'est que la niche, enfin, c'était pas entretenu. Ouais. Et puis, au sol, en fait, il n'y avait pas de dur, c'était que de l'herbe. Et du coup, en fait, je pense que les chiens vivaient tout le temps au même endroit. Donc, du coup, il n'y avait plus d'herbe, il n'y avait que de la boue, avec les intempéries qu'il y avait eu. Bah, du coup, ils vivaient constamment dans l'humidité, les chiens. Constamment, constamment. Qu'est-ce qui fait que tu penses que tout de suite là, que cette chienne puisse devenir l'une des nôtres? C'est ton ressenti? Alors, ton expérience, oui, parce que tu peux nous en parler maintenant, tu peux nous parler d'Hermès. C'est son attitude aussi, tu en as parlé tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. En fait, elle, je vois tout de suite une chienne proche de l'humain. Elle est là, elle essaie de venir au contact avec moi, mais pas méchamment. Et j'arrive à le voir assez rapidement dans son comportement. Les autres chiens, c'est un peu différent. Mais elle, je vois que son comportement, il est, on va dire, sain. Et en fait, du coup, elle est sociable. Je la prends, et moi, j'ai un jouet sur moi, toujours. Et en fait, je joue avec elle, et je vois qu'il y a du jeu. Nous, il faut savoir que nous, les chiens en gendarmerie, on travaille avec le chien, mais en fait, c'est que du jeu pour le chien. Donc, je veux voir si le chien est joueur. Et je me rends compte assez rapidement que le chien est très joueur. Donc, je garde un œil sur elle. Et oui, du coup, par rapport à mon chien de travail que j'ai là, Hermès, donc si lui il fait les stupes, les billets et un peu de mordant, lui, en 2021, il était sur la région bordelaise, et c'est pareil, il était au bord de l'euthanasie, sa date d'euthanasie était prévue. Il a été sorti de l'euthanasie par la SPA nationale et un refuge sur Royan, qui nous a sollicité après en nous disant, voilà, on a un chien un peu tendu, mais on pense qu'il peut avoir les qualités pour rentrer chez vous. On est allé le tester avec un collègue, et il s'avère que oui, je devais aller chercher un chien en 2022, un deuxième chien en 2022, et en fait, bah moi, ça a matché, lui et moi, au niveau caractère, ça a matché, et donc du coup, je travaille avec lui depuis juillet 2022. Donc, tu es un spécialiste du sauvetage des chiens. C'est nos amis de la SPA qui vont être contents de t'entendre. Donc, tu décides de mettre Pandora à l'abri, puis de la tester à ton niveau. Ça s'est passé. Tu prends cette initiative, et comment ça se passe du coup? Alors en fait, bah, moi, toute la matinée, pendant que mes collègues étaient en train de gérer le côté vol, recel, moi, je passe des coups de fil toute la matinée pour contacter des refuges, pour sortir les 4 chiens d'ici. Déjà, les 2 chiens qui sont pas pucés, pas vaccinés, donc qui n'existent pas en fait officiellement. Et je passe des coups de fil, et le refuge de l'ASPAC à Châtelaillon-Plage, qui est le plus proche de Rochefort, accepte de prendre Pandora, et je leur demande de me la prendre, et que je vais aller la tester le plus rapidement possible pour confirmer ce que j'ai le ressenti que j'ai eu la veille. Et donc du coup, ils acceptent, et en fin de matinée, les 4 chiens partent d'ici, et Pandora du coup arrive à l'ASPAC de Châtelaillon, et je m'engage auprès d'eux à la tester dès le lendemain matin. D'accord, donc la destination... Oui, je veux poser une question. Oui, il y a un âge, Pandora avec quel âge? Et puis est-ce qu'il y a un âge à laquelle on ne cherche pas à la récupérer parce que c'est peut-être trop tard par rapport à son âge? Alors en fait, en gendarmerie, on prend les chiens à partir de 9-10 mois, parce que c'est à ce moment-là que le caractère commence à se faire, et tout ce qui est corporel, les hanches et tout ça commence à se former, et maximum 3 ans. Maximum 3 ans à la sortie de stage. Et Pandora elle va avoir 3 ans au mois de septembre. Ouais, donc on est vraiment, on est en limite. Là, on est en limite là. Donc la destination, c'est Gramma. Tu vas nous expliquer ce que c'est que Gramma après. Donc c'est un peu le Graal, on va dire, pour un chien. Si j'ai bien compris, elle a pu, grâce à toi, être envoyée sur le centre de formation.
Comment ça se passe en ce moment? Alors, ça se passe très bien. Des retours que j'ai actuellement, ça se passe très bien. Il y a à peu près depuis mi-janvier là-bas. Elle a passé la visite médicale avec succès. Et depuis mi-janvier, elle est avec un instructeur qui la, ce qu'on appelle chez nous, qui la débourre. Et donc, il la prépare pour le stage d'avril. En avril, elle devrait normalement avoir un maître. Si elle est achetée par la gendarmerie, récupérée par la gendarmerie, elle aura un maître au mois d'avril. Tu peux nous dire ce que c'est que, pour nos followers, encore une fois, là, ce que c'est que Gramma? Alors, Gramma, c'est le Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie. Donc, c'est là-bas où tous les maîtres de chiens sont formés. Tous les chiens arrivent à Gramma, sont testés pendant un mois à peu près, voir l'abnégation du chien. Donc nous, on va rechercher du jeu, un chien très joueur qui a de l'abnégation pour aller nous chercher les charges, on va dire, ou les personnes dans des endroits un peu compliqués, et de la sociabilité vis-à-vis de l'humain, parce qu'on travaille au contact des gens quand même. Et si le chien remplit ces trois conditions, du coup, il est acheté par la gendarmerie. Et puis c'est utile, notamment pour nos camarades mobiles, là, enfin, ce genre de chien, recherche de personnes notamment, c'est utile. Ah oui, oui, bah, tout à fait. Après, vous avez différentes technicités. Soit vous avez la recherche de personnes ou la recherche, ou les chiens qui font de la recherche de produits. Et là, vous avez un panel de produits que les chiens peuvent rechercher qui est assez. Vous avez pu travailler, vous, avec des chiens sur place, Antoine? En tout cas, pour ma part, non. Je ne sais pas pour toi. Moi non, pas du tout. Non. Les pompiers sûrement, mais en tout cas, à notre niveau, on a surtout fait des escortes dans un premier temps. Donc, on sait pas, en tout cas, notre escadron ne s'est pas forcément occupé des recherches de personnes. C'est quoi la prochaine étape pour Pandora, une fois qu'elle a terminé ses tests et qu'elle est reçue, on va dire, parce que c'est très bien parti? Oui. Elle va être affectée, j'imagine? Voilà ça. Au mois d'avril, elle va avoir un maître de chien ou une maître de chien qui va arriver en stage, qui va la prendre en compte à partir du deuxième jour de stage et troisième jour de stage. Donc, elle sera mariée à son maître. C'est ce que j'allais dire, c'est la particularité du C'est ce qu'on appelle la cérémonie du mariage. Et du coup, après, elle va passer les 14 prochaines semaines avec son ou sa maître. Et à la fin, donc mi-juillet, elle devrait sortir validée. Pour l'instant, elle s'oriente sur une technicité chez nous qu'on appelle SAMBI. Donc, c'est recherche de produits stupéfiants, armes, munitions, billets. Donc, c'est un acronyme. Et on part pour l'instant là-dessus. Maintenant, ça peut changer au dernier moment, mais pour l'instant, ça partirait là-dessus. Très bien, donc on peut dire que Julien, t'es son parrain à cette petite Pandora en quelque sorte. Oui, bah on peut dire ça. Je l'ai peut-être certainement sorti d'une vie qui allait pas être très intéressante pour elle. Faut savoir que c'est des chiens, ça reste donc une malinoise. C'est des chiens qu'il faut stimuler. Comme je dis aux gens, sortir son chien 2 heures par jour, c'est très bien. Mais le sortir 45 minutes et lui faire 30 à 45 minutes de stimulation, bah, c'est encore mieux. Le chien, il s'éclate encore plus. Donc voilà, oui, bah moi, tout ce que j'espère, c'est qu'elle va rentrer chez nous et qu'elle s'éclatera avec son ou sa future maître. Donc tu as sauvé cette petite malinoise d'une certaine forme de maltraitance, on va dire ça comme ça. Ça fait de toi un héros du quotidien, qu'est-ce que tu en penses? Comme mes Parce collègues. qu'on est déjà à 2 chiens, jamais 203. Oui, oui. Donc, Ah, on se reverra peut-être pour un peut-être. troisième épisode. Bah, comme mes collègues, comme eux, moi, j'ai juste fait mon travail. Moi, dans ce cas-là, j'ai aussi des collègues qui ont géré la procédure. Voilà. Donc, pour moi, j'ai juste fait mon travail, ce que je connais. Et donc, bah, je suis assez content de ce que j'ai fait. Mais après, voilà, ça reste. C'est la vie d'un gendarme. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que n'y a pas que toi qui a aidé cette chienne dans cette histoire, donc tu as été aidé aussi par des assos. Ouais, bien voilà, bien sûr. Donc en fait, dans cette histoire-là, tout seul, j'aurais vraiment pas pu faire ce qui s'est passé là. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans cette histoire et que je tiens vraiment à remercier parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Il y avait la mairie du lieu là où on est intervenu qui m'a beaucoup aidé. Le policier municipal aussi de ce lieu-là qui m'a beaucoup aidé. Mes collègues forcément qui ont géré la procédure parce qu'il y a une procédure qui a été faite pour maltraitance sur les animaux, donc c'est eux qui l'ont faite. Après j'ai une éducatrice canine sur le secteur de La Rochelle aussi, l'effet canin qui m'a beaucoup aidé et forcément toutes les associations qui ont pris en charge les chiens, donc la SPA de Lagore qui est juste à côté de La Rochelle, le refuge de Bonbonnet qui se trouve en Charente, qui m'a récupéré les 2 bullies. Et puis bah forcément la SPAC à Châtelaillon, qui a accepté gentiment, Madame Chala a accepté gentiment de me prendre la chienne et m'a laissé carte blanche avec elle. Ce qui fait que moi, dès que j'avais une journée off, on va dire, sans mission, bah, j'allais la récupérer et passer une journée avec moi la chienne. Et elle vivait sa meilleure vie, je pense.
On va quand même s'attarder juste 2 secondes sur les autres chiens que tu as retrouvés sur place là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces chiens-là? Alors, je sais que, alors pour le chien, le Malinois qui a été à la gorge, je sais pas ce qu'il en est devenu. Les 2 bullies, je sais qu'il y en a un qui a été remis en famille. J'ai pas encore eu le temps de repasser à ce refuge-là pour discuter avec. Et puis voilà. Bah, merci à vous. C'est quoi les prochaines missions là, pour vous deux par exemple? Pour le moment, on finit notre stage du coup fin de semaine. Et à l'issue de cette fin de stage, on part en mission Puma. D'accord. Vous Durant pouvez une semaine. expliquer un peu ce que c'est que Puma? Alors la Puma, on est d'alerte durant la durée déterminée pour toute mission qui peut s'imposer à nous en métropole. D'accord. Voilà. D'accord. Peu importe le lieu. Peu importe le lieu et peu importe la mission. Exactement. À partir du moment où on a besoin d'un escadron de gendarmerie mobile. Tout à fait. Très bien. Et pour toi, Julien? Eh bien, ça va être des contrôles routiers. Voilà, j'ai divers contrôles routiers, des perquisitions, parce que moi j'ai 2 chiens, mais ils travaillent que dans le stup, principalement. Donc voilà, contrôle routier, perquisition, D'accord. principalement. Et Renaud, pour toi, des prochaines... Moi, la gestion de mon peloton, et puis comme je suis moniteur d'intervention professionnelle, du détachement, et je vais encadrer un recyclage des PSIG, Notamment. de la RGNA notamment, et puis D'accord. préparer les futurs AMIP et MIP de la région. Eh ben, très bien. Bah, merci à tous les 4. Merci d'avoir été là pour ces Héros du quotidien 2025. Et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.